Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité au programme de la Voix des Sans-Voix et bienvenue dans la dernière partie de cette édition du soir que j'ai le plaisir de vous présenter en compagnie d'Issatine. Bonsoir Issa. Bonsoir Moustapha Diop. Dans cette édition du soir, vous aurez en plus de la rubrique Vue du net de Issatine, la revue de la presse en ligne avec Safiatou Sissé, mais également notre invité. Il s'agit de Fadilou Keïta. Il est membre de la cellule des cadres de PASTEF, les Patriotes. Bonsoir à vous. Bonsoir Moustapha, merci pour l'invitation. Avec vous, nous parlerons de ces scandales qui commencent à devenir réguliers dans ce pays. Nous évoquerons notamment l'affaire Bougazeli, du nom de ce député cité dans ce trafic de faux billets de banque et qui a été entendu puis libéré cet après-midi par la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Cette affaire est d'ailleurs l'objet de ce dossier du jour réalisé par Khokhandong qui revient un peu sur cette affaire et les implications que ça pourrait avoir sur l'économie du pays, mais également la crédibilité de l'État du Sénégal. C'est un dossier donc signé Khokhandong. Après les chanteurs Thionsek, Ngaka Blende, voilà que le député Seydina Fall, alias Bougazeli, par ailleurs coordonnateur de la paire de Golfe Sud, est cité dans une affaire de faux billets d'une valeur de 32 milliards. Babacar Fall, membre de la société civile, dit ne pas être surpris. Cela ne me surprend pas parce que je suis un citoyen, je suis au fait de ce qui se passe dans ce pays. Et à travers en tout cas des recoupements et certaines informations qui nous parviennent, nous savons effectivement qu'il y a aujourd'hui beaucoup de trafic. Notre pays est confronté à beaucoup d'agressions. Et quand on parle d'agression, ce n'est pas seulement en relation avec la question du terrorisme, mais il y a également d'autres questions aujourd'hui en rapport avec un peu la situation un peu donc géographique de notre pays dans la sous-région. Et donc, à ce titre, il y a un certain nombre de pratiques délictuelles qui sont, disons, qui ont cours. Peut-être que, en tout cas, l'interpellation du député Bougazeli est juste aujourd'hui, en tout cas, l'arbre qui cache la forêt. Si, en tout cas, il s'avère que c'est vrai. Alors, ce qui se passe, c'est que le trafic de faux billets est vraiment un danger pour l'économie de notre pays. Et ça, disons, tend à fragiliser donc notre monnaie, à fragiliser donc notre pays. Je peux même dire que c'est un crime économique. Par ailleurs, il estime que le procureur de la République doit interpeller Moustapha Cissé Lo sur sa déclaration selon laquelle beaucoup de personnalités de l'État s'adonnent au trafic de faux billets. Et récemment, le député Moustapha Cissé Lo, qui n'est pas n'importe qui, a effectivement dit que beaucoup d'autorités aujourd'hui, en tout cas, sont impliquées dans le trafic, etc. Et qu'en tout cas, les richesses, certaines richesses proviennent donc de ces multiples trafics. Je pense que l'autorité, en tout cas judiciaire, en l'occurrence le procureur de la République aurait dû s'autosaisir, convoquer Moustapha Cissé Lo et aller au fond des choses. Pour que effectivement il puisse vraiment donner en tout cas des informations permettant justement de mettre hors d'état de nuire ces délinquants. La Banque mondiale est la seule institution habilitée à fournir des billets de banque, soutient l'économiste Mor Gassama qui s'indigne qu'un député censé défendre les intérêts du peuple soit cité dans une affaire de faux billets. Auparavant, c'était des hommes d'affaires ou plutôt encore des jeunes et autres. Mais aujourd'hui, si les hommes qui sont dans le pouvoir sont vraiment indexés, c'est quand même très, très inquiétant. Il faudrait tout simplement condamner une telle chose tout en sachant que les billets en circulation dans une économie ne peuvent provenir que de la Banque centrale. C'est la banque d'émission, c'est la seule institution habilitée à fournir des billets en circulation donc, dans l'économie. Toute autre personne qui le fait et donc ne respecte pas la loi est censée être sanctionnée avec toute la rigueur de la loi. La nécessité de mettre en place des sanctions pour éradiquer ce phénomène s'impose, déclare Babacar Fall. Alors lorsque vous voyez aujourd'hui ces multiples trafics, que ce soit le trafic de faux billets, le trafic donc de drogue, dans la période-là, notre pays a été confronté à des saisies de tonnes de drogue et certainement peut-être qu'il y a encore des quantités énormes qui sont passées à travers donc les mailles donc des filets des douaniers. Cela nous inquiète. Et je pense que sous ce rapport, l'État doit prendre des mesures très fermes, vraiment pour, disons, sévir contre ces délinquants
qui aujourd'hui mettent en péril vraiment l'économie et même la viabilité de notre pays. Bon nombre de Sénégalais demeurent catégoriques que l'affaire des faux billets et la vente de drogue proviennent des étrangers qui entrent sur le territoire sénégalais. Aussi demandent-ils le renforcement de la surveillance de nos frontières alors que le mal commence à l'intérieur même du pays. Le mal commence à l'intérieur du pays, c'est ce que dit Rohan Dong. Fadilou Keïta, on a entendu quand même, Babacar Fall l'a rappelé dans le reportage, que plusieurs fois des personnalités ont dit qu'il y avait des trafics dans ce pays. On a souvent dit que peut-être les faux billets, c'est des hommes d'affaires. Récemment, on a cité des artistes, mais cette fois-ci, c'est une personnalité politique qui est quand même au cœur de la République qui est citée dans cette affaire. Ça devient quand même inquiétant. Oui, c'est inquiétant. En fait, il faut juste dire qu'en fait, le mal est profond. Dans la mesure où vous allez dans le législatif, ce monsieur qui vient d'être interpellé dernièrement par le législatif, mais dans le judiciaire, comme dans l'exécutif, il y a des personnalités qui ont été directement impliquées dans des affaires de ce genre-là. Bon, le cas Bougazeli est un cas qui inquiète toute mesure parce que être interpellé alors que dans sa voiture, il avait ces faux billets-là, en fait, c'est une situation qui est juste très grave et qu'il faut pouvoir apprécier à sa juste mesure. Le truc qui inquiète le plus, c'est que tout à l'heure, j'ai entendu une bande sonore dans laquelle on l'interviewait en lui demandant s'il a démissionné ou pas, qui semble être un sujet actuellement. Il n'a pas daigné dire qu'il a démissionné ou pas. Il dit qu'il en parle. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous, on n'est pas dupes. On sait qu'il fait partie d'une structure politique. Et cette structure politique a sa dynamique de communication. Récemment, ils sont réunis pour organiser, pour un peu structurer leur méthode de communication. Ça veut dire qu'il ne veut pas communiquer là-dessus en risquant de s'inscrire aux antipodes de ce que cette entité-là pourrait prendre comme directive ou direction. Raison pour laquelle il n'a même pas pu, lui, en tant que responsable, appréhender, affirmer ou infirmer sa Alors, donc finalement, vous croyez qu'il a démissionné? Non, en fait, qu'il démissionne ou pas, ce n'est pas un débat pour nous. Moi, j'interprète ce que j'ai entendu de sa bouche. Qu'il démissionne ou pas, ce n'est pas notre débat. Le débat, c'est qu'il a été... Mais quand vous doutez, cela veut dire que vous croyez qu'il a démissionné? Non, je ne dis pas, je rapporte des faits qui sont dits par d'autres et qui viennent aussi de sa bouche. J'interprète simplement. Mais moi, je ne doute pas de sa... Alors, dans cette affaire également, on remarquera que ce qui a été écrit dans la presse, qui n'a jamais été démenti, c'est qu'il avait été pris en flagrant délit. Alors, arrêté une première fois, entendu, puis libéré. Depuis, ça fait pratiquement une semaine que la gendarmerie l'attend. Il a daigné finalement répondre à la convocation cet après-midi en présence de son avocat. Coup de théâtre, il est entendu à 17h. À 18h, il est libéré et reconvoqué pour demain mercredi. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce traitement-là? Pris en flagrant délit, convoqué, reconvoqué? Pour la première appréhension, j'ai entendu maître Hassan Diomadia, qui est quand même assez crédible, évoquer la directive 05CM de l'UEMOA pour dire qu'en fait la personne appréhendée doit être entendue en présence de son avocat. C'est peut-être la première raison qui a fait que lors de son première interpellation qu'il a été libéré. Mais aujourd'hui, qu'on le reprenne, qu'on le relâche, nous, on a confiance aux gendarmes, à la section de recherche. Le truc qui peut se passer, c'est qu'on a l'habitude, et l'histoire a montré que toute personne qui était membre du camp du pouvoir bénéficier de certaines largesses venant de la justice, alors que d'autres personnes, lambda, d'autres Sénégalais X, n'en bénéficiaient pas. Aujourd'hui, s'il a pu, pendant 3-4 jours, faire ce qu'il voulait, évoquer sa maladie, disparaître, être localisé à Touba, etc., aller revenir, c'est parce qu'il a une protection quelque part. Et tout à l'heure, en l'entendant parler, on sait qu'il n'est nullement inquiété, peut-être qu'il a des assurances qui font qu'aujourd'hui, il a cette possibilité. Des assurances qui pourraient venir d'où? Mais du pouvoir et des tenants du pouvoir, ça c'est sûr et certain, parce qu'aujourd'hui, on a un président qui ne refuserait devant rien du tout pour protéger ses alliés. Il a prouvé maintes et maintes fois. Des opposants ont été appréhendés et mis en prison pour des sommes dérisoires, alors que ces gens-là qui sont avec lui, non seulement ce Bougazeli-là, ce député Bougazeli, en fait, a été appréhendé pour des faits qui portent sur 32 milliards. Ce n'est pas une mince somme. 32 milliards, ce n'est pas 32 000 francs. Voyez-vous. Et pour ce cas-là, pour le cas, en fait, pour faire un peu le comparatif avec l'histoire de Thione, la BCEAO a été constituée par civil. On attend de voir si la BCEAO aujourd'hui aura cette même posture-là. Mais le plus important pour nous, c'est que le monsieur soit appréhendé
en respect avec les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous parlez de la posture de la BCEAO, mais qu'est-ce alors du procureur de la République? Mais en fait, le procureur est amorphe depuis longtemps. C'est quelqu'un qui est là, qui est amorphe, qui est transparent, qui n'existe parfois pas. Il existe quand il veut bien exister. À un moment donné, on a évoqué l'affaire des chantiers de Thiès, si vous vous rappelez bien. Il a voulu s'autosaisir. Oui. Mais le président, au détour d'une déclaration, avait dit que non, cette histoire de s'autosaisir-là, de chantier de Thiès, nous retarde. Tout de suite, il était calmé. Le cas Khalifa Sall, tout le monde a pu attester de la diligence qu'il a imprimée de l'affaire Khalifa Sall, mais aussi de l'affaire Petro-Tim, en faisant des conférences de presse, en déclarant des choses extraordinaires. L'affaire des 94 milliards, idem. Aujourd'hui, les responsables politiques qui entretiennent ce rapport de force-là au Sénégal avec le pouvoir, le laissent en place, le contournent pour aller saisir le doyen des juges pour un peu l'astreindre à faire son travail. Ce qui est quand même extraordinaire, quoi. Il ne fait pas son travail, on peut le remplacer et amener quelqu'un d'autre. Mais on sait qu'il y a une tutelle fonctionnelle entre le procureur et le ministre qui est sous les ordres, bien sûr, du président Macky Sall. Ministre qui a déclaré d'ailleurs, à la sortie de Rebeuss, que les détenus l'avaient applaudi parce qu'ils étaient contents de son traitement et ça. Si vous dites on doit le remplacer, c'est qui ont exactement? Le président, il nomme. S'il nomme, par exemple, une autre personne, ça sera comme Serigne Bassirou, peut-être? C'est vous dire qu'auquel cas, il n'aurait pas les capacités techniques pour gérer l'affaire. Qui démissionne. Manque de capacité technique ou bien manque de courage ou bien peut-être il est empêché. L'un dans l'autre, c'est-à-dire soit le président n'active pas à travers son ministre pour qu'il fasse son travail. S'il ne le fait pas, il peut le renvoyer. Le président a renvoyé des directeurs généraux de société avant même le terme de leur mandat. D'accord? Donc il peut bel et bien le remplacer. Mais là, comme je te dis, soit c'est le ministre qui le saisit, qui fasse son travail, il a le pouvoir de le saisir. Il peut même se saisir pour faire son travail. Il ne le fait pas. On dépose des dossiers chez lui, il ne fait pas son travail. Mais on peut le remplacer comme on a remplacé d'autres personnes. Est-ce que ce n'est pas finalement trop demandé au procureur de la République quand on sait que le chef de l'État qui est quand même le garant de l'équilibre des pouvoirs, qui est quand même le gardien de la Constitution, qui doit veiller à ce que tous les Sénégalais soient traités de la même manière par la justice, on a comme l'impression que vous l'avez dit vous-même que quand on est du côté du pouvoir, on peut se permettre certaines libertés, mais quand on est de l'autre côté, ça pose... Est-ce que ce n'est pas trop demandé au procureur? Le problème, est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas le chef de l'État lui-même? Bon, la finalité, c'est le chef de l'État, c'est sûr, parce que c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. Sûr. Mais c'est lui aussi qui a ce pouvoir d'un peu contraindre ces gens-là qui sont en place de faire le travail. Il a parfois émis des directives ou donné en fait des orientations. Les gens n'ont pas respecté. Il a tout de suite sorti le bâton. Il a demandé à ce que personne n'évoque le sujet de son troisième mandat. Les gens l'ont évoqué, mais il a tout de suite mis hors d'état de nuire. Donc il peut bel et bien agir de sorte à ce que les autres là s'activent. Mais pour moi, un bon responsable, quelqu'un qui a atteint cette station de procureur de la République est assez mûr, assez outillé, assez responsable pour faire son travail sans qu'on ne lui demande. Il n'aurait pas eu ces qualités-là, peut-être qu'il ne serait jamais nommé. Mais aussi, en même temps, le président de la République, il n'aurait pas eu confiance en lui, il ne saurait pas que cette personne-là est peut-être soumise tapis et serait à ses ordres, il ne l'aurait pas mis à cette place-là. C'est comme cette personne-là qu'on a nommée au niveau pour gérer les hydrocarbures du Sénégal. Le président ne saurait pas qu'il pouvait le modeler selon sa guise, il ne l'aurait pas mis à cette place-là. Vu tous les problèmes qu'on a connus. Est-ce que, par exemple, cette justice qui traîne ne vous arrange pas, vous de PASTEF? Parce que l'affaire des 94 milliards a pris un peu... Voilà, beaucoup disent que dans cette affaire-là, on veut y aller très vite pour mettre Sonko en prison. Là, on a l'impression que la justice prend son temps. On a dit et redit que cette affaire-là constitue le plus gros malaise des gouvernants actuels. Ce dossier-là, les 14 milliards, ce dossier-là, c'est nous qui l'avons sorti. On ne l'aurait pas sorti, peut-être que personne n'en parlerait aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde parle des 94 milliards. Mais ce n'est pas une histoire qui date d'il y a quelques mois. Nous, on a travaillé dessus. Avant de sortir cette affaire-là, on a travaillé dessus pendant 8 mois. Diomaye Faye l'a dit lors d'une conférence de presse. On ne serait pas prêt, on ne l'aurait pas mis sur la table. On a même des éléments qu'on n'a pas publiés. Moi, je vous ai parlé dans une chaîne sœur. J'ai dit qu'on a, en termes d'accaissement, on a plus de 100 milliards d'accaissement. Pourtant, on a sorti que 94 milliards. Ah oui. Parce que nous prenons la précaution de voir les meilleurs véhicules qui peuvent nous permettre d'atteindre notre objectif. Parce que nous sommes en politique, nous sommes en rapport de force, mais nous voulons aussi nous positionner dans cette vérité-là qui, de manière inéluctable, sera la finalité dans cette affaire-là. Mais s'il y a des précisions après, il n'y avait pas le nom de Mamadou Mamoun Diallo, on l'a cité juste à la presse, mais dans les plaintes, il n'y avait pas le nom de Mamoun Diallo. Finalement, on l'a reprécisé. Voilà. Et même aussi la somme Moussafa, parce qu'au début, on avait dit 94 milliards, finalement, on a dit 46.
Non, non. En fait, il faut éviter de faire cet amalgame-là. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgame dans cette... Oui, on a parlé... Oui, parce qu'en fait, il y a une gestion politique qui est gérée de l'autre côté aussi. Parce que nous, ce qui nous a lancé de dire la vérité et de nous en aller que les responsables de l'État fassent leur travail. On a parlé de 94 milliards. Aujourd'hui, l'État a des véhicules, a des documents qui lui permettent de consentir des créances. D'accord? L'acquiescement, c'est un acte dans lequel on reconnaît, l'État reconnaît, la personne bénéficiaire aussi acquiesce, c'est-à-dire accepte les conditions de négociation pour l'indemnisation portant sur une expropriation. D'accord? Les 2 titres que nous avons sortis, que nous avons d'ailleurs présentés au des juges, portent sur ce montant de 94 milliards. Mais on vous dit qu'effectivement, la somme de 46... J'ai les preuves. Je vois la banque commerciale qui a reçu les sommes et le numéro de compte. Je l'ai. Mais qui dit ça au Sénégal? Mais après, là, il demande ses preuves. Ses preuves. Donc voilà, il n'y a pas de... Finalement, un appel comme si peut-être le vent est tourné. Un appel à la Casamance. Non, non, en fait, vous savez, nous sommes en politique. Le président Sonko est à un niveau stratégique. Les éléments d'appréciation qu'il a, les éléments qu'il peut faire, qui sortent pour faire une déclaration ou pas, aucun, en tout cas, le nombre minimum des Sénégalais le savent ou le maîtrisent. D'accord? Parce qu'il a un certain niveau. Nous, on est peut-être des lambda, on a des informations à gauche, à droite, qu'on tire des sites internet qui ne sont pas forcément... Vous êtes de son côté? D'accord? Oui, de son côté. Je fais partie de son cabinet même. Pas de son cabinet. Je travaille directement avec lui. D'accord? Mais je vais vous dire que même nous qui travaillons directement avec lui, savons toute la responsabilité qu'il a. S'il juge nécessaire de sortir et d'apporter ces propos-là en direction du grand public, c'est parce qu'il a forcément ses raisons. Voilà qui nous permet de parler des relations entre la France et le Sénégal. On a lu quand même dans la presse française, notamment le journal Le Monde, si je ne m'abuse, qui écrit le Premier ministre français Édouard Philippe rend un sabre et vend des missiles. Comment est-ce que vous interprétez cette façon des Français de résumer la visite du Premier ministre français au Sénégal? Oui, c'est pas que ce journal-là. En fait, il y a beaucoup d'humoristes. Absolument. Voilà, notamment Yann Barthès de TFS. Voilà. Il a fait une sortie pour un peu tourner à dérision toute cette histoire-là. Parce que c'est un peu ludique. Parce que aujourd'hui, c'est quoi la corrélation, c'est quoi la relation entre ce sabre-là et le fait de signer des contrats? C'est qu'en fait, nous voulons que le Sénégal, les gens qui gèrent le Sénégal, soient plus sérieux, quoi. Imposent à nos vis-à-vis, qu'ils soient français, allemands, anglais, etc., etc. Parce que ce n'est pas une question de nationalité. Mais c'est que c'est la France qui s'est immiscée de cette manière-là dans les affaires de l'Afrique, d'une partie de l'Afrique. Raison pour laquelle il est un peu bouté d'or au Mali, c'est le cas au Sénégal, il y a d'autres pays qui se signalent. C'est la France qui a cette position-là. Cette position-là n'est pas durable. L'armée a menacé de s'en prendre à... Voilà, l'armée. Mais aussi, même au sein de l'Union européenne, vu ces problèmes d'immigration que les gens connaissent, qui causent énormément de problèmes, les gens ont commencé à avoir des positions très, très, très tranchées en direction de la France. Le Premier ministre italien est sorti pour dire aux Français que ce n'aurait été cette exploitation-là qu'il fait en Afrique, il serait relégué à la 15e place des puissances mondiales. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut que le Sénégal accepte de négocier, de coopérer dans le respect des spécificités de chaque pays. Mais quel dirigeant pour le faire en fait? Mais ce sera Parce que là, on nous a toujours dit que oui, Wade qui a essayé de tourner le dos aux Français, on a vu les conséquences. On a Macky Sall, on dit qu'il est très ami au gouvernement français, de même que son homologue Ouattara de la Côte d'Ivoire. Mais finalement, on se dit, mais quel dirigeant africain pour mener cette politique dont vous parlez? Mais ce ne sera certainement pas Macky Sall. Pourquoi? Qui normalement il ne sera plus là. C'est lui qui l'a dit, hein, de toute façon. Il ne sera plus là en 2024. Oui. Non, il n'a pas donné de date. Oui. Dans pas longtemps. Oui. Voilà, prochain en 2024. Bon, c'est lui qui avait déclaré, juste avant les élections, que les pays africains sont tellement faibles, il y a tellement de difficultés, que ceux-là qui viennent pour coopérer avec eux, pour faire du partenariat avec eux, il faut tout leur offrir. Offrir, il avait dit. D'accord? On n'est pas dans une dynamique de nous soumettre à qui que ce soit. Nous sommes un pays respectable. Il y a des dignités qui sont là, il y a des respectabilités qui sont là, l'honorabilité qui est là. Nous avons nos spécificités, nous avons nos institutions sociales qui sont là. Il y a beaucoup d'érudits, de grands hommes de la religion qui ont fait un énorme travail pour le Sénégal pour que le pays en soit là. Indépendamment du fait qu'on a connu de grands intellectuels au Sénégal aussi. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, jeunes, nous rêvons d'un pays qui puisse traiter avec qui que ce soit dans le monde d'homme à homme. Qu'on instaure des règles pérennes de coopération qui feraient que le Sénégal serait au mieux de sa posture
parce qu'elle est apportée par des dirigeants qui défendent ses intérêts. Mais comment le faire dans un pays où il le disait tout à l'heure dans la version Wolof, tout ce qu'il faut pour exploiter les ressources, il faudra l'importer. On n'a pas les moyens de le faire. On importe pratiquement tout. Comment faire pour justement tourner le dos à des puissances comme la France? Mais Moustapha, en fait, l'exploitation de nos ressources naturelles ne date pas d'hier. C'est-à-dire que depuis les années 70 ou 60, etc., on a commencé à exploiter nos ressources naturelles. Beaucoup de ressources n'étaient pas découvertes même. Et le Oui, pétrole... Il a fallu l'arrivée de Macky Sall. Oui, d'accord. Non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on travaille sur une durée de 40 ans, 50 ans. On aurait eu la clairvoyance de signer des contrats qui feraient que des Sénégalais seraient formés, des Sénégalais ayant des ressources seraient mobilisés pour investir dans ces secteurs-là. Les sous ne sortiraient pas du Sénégal. Mais il essaie de former des personnes pour le président va créer un institut du pétrole, je pense. Un institut de pétrole. Non, c'est que l'institut de pétrole, on n'y croit pas. C'est pourquoi on n'y croit pas. Parce que le jour où on a commencé à vraiment parler du pétrole et qui s'est senti très mal à l'aise à cause de cette situation-là, il a commencé à parler de cette diversion-là. Même le fonds dont il parle, le fonds de la diaspora qui financerait le Sénégal, et on a parlé après que Pastef, à travers son programme Jotna, en a parlé. Renégociation du contrat, il avait dit qu'il allait le faire. Nous, on savait qu'il n'allait pas le faire. Il avait dit. Pourquoi il avait dit? Parce que nous, Pastef, imposions ce débat-là. Un jour, Sonko a dit dans une manifestation à la place de Bélisque que je suis prêt à abandonner tous mes griefs contre Macky Sall s'il accepte de renégocier. C'est pour dire qu'en fait, ce pouvoir-là, le jet de pouvoir-là n'est pas une fin à soi, mais ce qui nous intéresse plus, c'est que le Sénégal soit positionné et son rang à travers le monde. Vous, de Pastef, est-ce que vous allez sauver le Sénégal une fois au pouvoir? Vous allez sauver le Sénégal de ces grandes puissances-là comme la France? Non, c'est que nous, aujourd'hui, on parle de France, mais il faut... Je vais vous faire une précision de taille. Nous, on n'a pas de problème avec la France directement ou avec l'Allemagne, etc. On raisonne en termes de relations extérieures. C'est des relations qui sont normales, figées, correctes, qui respectent nos intérêts. On n'a pas de problème avec ces pays-là. Peu importe les relations historiques qui peuvent lier les deux pays. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'on puisse nous positionner de sorte qu'on défende nos intérêts. Aujourd'hui, que ce soit avec l'Allemagne ou les États-Unis, on ne refuserait pas quelque chose à la France qu'on accepterait à l'Allemagne ou aux États-Unis. Le plus important, c'est de tomber d'accord sur des termes de coopération qui feraient que le Sénégal serait dans ses intérêts. C'est ça. Et le fils sénégalais aussi se sentirait mieux dans la gestion de ce pays-là. Et ça, voilà qui nous permet un peu de reparler du poids de la dette. On dit que le Sénégal est un pays super endetté. Le ministre, le député Mamadou Lamine Diallo l'a dit, Eri Ousmane Sonko l'a dit, le ministre des Finances en défend, le président Macky Sall lui-même dit qu'on ne peut pas ne pas s'endetter parce que sinon on n'aurait pas pu réaliser certains projets. Vous, qu'est-ce qui vous gêne sur l'endettement du Sénégal? Mais on ne peut pas s'endetter pour faire des dépenses de prestige. On s'endette pour régler des problèmes concrets. On s'endette pour investir, pour améliorer le quotidien des Sénégalais. Quelle dépense de prestige? Le terre là, le terre qu'on a... Pour vous, c'est un prestige? Non, le terre ne sert absolument à rien et les coûts vont atteindre 2000 milliards. On a parlé de 1000 milliards. Les Sénégalais ont dit non, c'est faux, etc. Qui sortent les prix, etc. On va atteindre les 2000 milliards. Dans la mesure où, même le tracé qu'ils ont actuellement ne leur permettent pas de faire le trafic. Oui. Parce qu'en fait, le terre doit être situé à 10 km des fils haute tension, alors qu'il y a des déplacements là-bas qui n'ont pas, des installations là-bas qui n'avaient pas pris en compte dans le tracé initial. Ça, c'est d'un. De deux, aujourd'hui, on nous parle du BRT, on nous vend un BRT. Il n'y a pas de problème. Mais dans un Sénégal où les gens seraient à l'aise, les gens pourraient se soigner quand ils vont soigner, les élèves ne seraient pas dans la rue parce que les élèves présents ne seraient pas payés. D'accord? Il y a des priorités en investissement. Même dans la vidéo où le président Macky Sall dit carrément que ils ne peuvent pas ne pas s'endetter, ils assument leur endettement. Il a dit, mais pour l'investir dans des secteurs importants et prioritaires. Il a dit dans la vidéo. Et ça sera investi dans les secteurs importants, comme par exemple l'agriculture, surtout dans la deuxième phase du PSE, ça sera des investissements. Ils ont échoué leur politique agricole. Parce que je vais vous donner un exemple. L'année passée, l'OMS a détecté des cas de malnutrition, de difficultés alimentaires dans le Haut-Delta. Et dans le Haut-Delta, ils ont investi quasiment 300 milliards. 300 milliards. Mais ces sommes-là qu'ils ont investies dans cette zone-là auraient pu permettre de ne pas connaître ce genre de situation-là. Mais pourquoi ils connaissent cette situation? Parce qu'ils ont fait des erreurs de casting, parce qu'ils ont visé des entreprises en laissant en lieu et place les paysans, les entreprises familiales. C'est-à-dire qu'ils ont visé les industriels en laissant les paysans. Du coup, ils ont injecté beaucoup d'argent dans une zone qui produit en masse, mais
pour être sortis du territoire. De ce fait que dans cette zone-là, ils ont eu des difficultés. Mais le ministre quand même a refusé catégoriquement Moustapha cette dette et il l'a même déclaré en disant que le Sénégal ne fait pas partie même des 5 pays ou bien même au-delà des 5 pays les plus endettés de l'Afrique. Peut-être c'est un grand pas. C'est pas ça la question. Nous sommes dans un espace communautaire. Il y a les critères de convergence. Nous sommes à 2,98% de notre PIB. D'accord? Alors que les critères sont plafonnés à 3%. Aujourd'hui, que le président assume son endettement, mais il ne peut que l'assumer parce qu'il a déjà consenti. D'accord? Mais quant au choix des investissements, même parmi eux, des responsables savent que là où il met les billes, ce n'est pas la bonne direction. Il fait des erreurs de casting dans son investissement. Voilà qui nous permet d'avancer un peu dans ce débat. Je rappelle que nous recevons ce soir Fadilou Keïta. Il est membre de PASTEF, les Patriotes. Et tout de suite, nous allons donc revisiter l'actualité du jour sur les sites internet et les réseaux sociaux. Et ça concerne évidemment l'audition par la section de recherche du député Bougazeli. A-t-il démissionné ou non de son poste de député? On verra les commentaires avec Satine. Et c'est juste après ceci. Alors Issa, cet après-midi, on a un sérieux problème pour la crédibilité même de l'information. Il a été dit que le député Bougazeli a présenté sa démission à l'Assemblée nationale, que sa démission était sur la table du président de l'Assemblée. Quelques heures après, la même information est démentie par Bougazeli lui-même. Et cet après-midi, après son audition à la section de recherche, lui-même, comme le disait tout à l'heure Fadilou Keïta, il ne parvient pas à nous dire s'il a effectivement, oui ou non, démissionné de son poste de député. Finalement, c'est un flou autour de cette démission car Seneweb avait titré dès le début de ce mardi donc que Seydina Fall Bougazeli a démissionné de son poste de député et même immédiat a fait pareil avec comme titre Seydina Fall ou bien Bougazeli démissionne de son mandat de député mais finalement démenti par lui-même Seydina Fall Bougazeli qui a fait ce démenti à la radio Futur Média et après Seneweb a encore changé de titre pour dire que Seydina Fall Bougazeli dément avoir démissionné, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce soir peut-être Seydina Fall Bougazeli était un peu flou, donc il n'a pas dit qu'il a démissionné, mais il n'a pas refusé. Il faudrait que les journalistes s'entendent d'ailleurs sur comment écrire Bougazeli et ensuite on verra après. Alors, Fadilou Keïta, on a l'impression que dans cette affaire qui est quand même qui relève de la justice, c'est une affaire qui est gérée par la section de recherche. On a comme l'impression que la politique vient s'y mêler un peu et qu'on voudrait déplacer le front du débat vers l'Assemblée nationale. A-t-il démissionné ou pas? Est-ce que c'est important aujourd'hui qu'il démissionne ou non de son poste de député? Non, ce n'est pas le débat. Personnellement, je crois que ce n'est pas le débat. Bon, quelqu'un qui a été appréhendé pour des faits aussi graves, qui est député du peuple, doit pouvoir répondre comme tout Sénégalais. Parce que même pour lui, c'est plus grave parce qu'il y a une situation aggravante dans la mesure où il bénéficie d'un pouvoir, d'un ensemble de privilèges qu'on lui a conférés des Sénégalais. Donc, il doit répondre comme tout à chacun. Mais aujourd'hui, nous parler de démission ou pas. Tout à l'heure, j'ai vu dans une vidéo, je l'ai dit dans temps de propos, qu'il n'a même pas pu confirmer sa plainte ou pas. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui le surplombe, qui le dépasse. C'est-à-dire qu'il est dans une structure politique qui s'appelle l'APR, Benno Bokk Yakaar, etc., tout ce qu'on veut, qui communique. Et lui, il refuse de communiquer, d'informer ou de confirmer sa plainte. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas s'inscrire en porte-à-faux avec ces dispositions-là qui sont prises ailleurs. Pour laquelle il ne peut même pas, lui, le principal concerné, confirmer s'il a déposé plainte ou pas. Vous avez l'impression qu'on lui fait dire qu'il faut dire j'ai pas démissionné, j'ai démissionné, il ne faut pas... mais bien sûr, dans ses propos, il fait allégeance au président de la République en disant que moi, je ne ferai rien qui générerait le président, etc. Il l'aurait fait, on ne l'aurait jamais attrapé avec de faux billets. D'accord. Aujourd'hui, on l'a pris avec des faux billets. Il n'a qu'à répondre comme tout un Sénégalais. Et il est important de dire aux Sénégalais que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 51, dit que tout député qui est appréhendé pour ces histoires de faux billets, pour ces histoires délictuelles, peut être pris, cueilli et mis en prison. On n'a pas besoin de lever l'immunité parlementaire. Pas du tout. Sans en informer le bureau de l'Assemblée nationale. Il doit être appréhendé et mis en prison. Ça a le mérite d'être. Aujourd'hui, il a 3-4 jours pour être à l'air, dire qu'il est malade, il n'est pas malade, il est parti à Touba, etc.
les donc, commentaires de des communication internautes. bien retenus. Il y a un de nos confrères qui dit que le taux de glycémie, c'est ça, non? Pour les diabétiques, oui. Il dit que le taux de glycémie de Bougazeli, ça monte et ça descend comme le dollar. Alors, donc ils ont bien retenu en tout cas cette leçon de communication. Si tel est le cas, juste pour cette déclaration, mais la première personne qui a commenté l'a fait sous le couvert de l'anonymat, elle dit fake news flagrant, quelqu'un qui démissionne ne fuit pas la justice, député en cavale, wanted pour dire donc il est recherché, et le fugitif pour dire que donc Seydina Fall Bougazeli, personne ne peut le voir. Une autre personne également, Nazio, qui déclare de qui se moque-t-il, c'est pour parler de ces personnes-là autour de cette affaire. On n'a pas besoin de lever une immunité parlementaire pour arrêter un député pris en flagrant délit. C'est pour donc paraphraser ce que notre ami a dit tout à l'heure. Affaire bi du mujjé fenn, c'est pour dire que cette affaire sera nulle, donc il n'y aura pas de suite. Et une autre personne également a dit « J'ai démissionné, donc protégez-moi puisque l'APR n'est pas salie. » C'est juste pour se mettre à la place de Seydina Fall Bougazeli. Et elle déclare « Ça négocie gravement haut. Faites votre boulot, gendarme, allez le cueillir. » C'est pour dire donc d'arrêter Bougazeli. Et une autre personne, Moustapha, qui a commenté, c'est Cherif Dia de la télévision Futur Média qui déclare « Le prix du meilleur acteur de l'année est attribué à Bougazeli. » Une autre personne également, Ibrahima Lekor, la maladie ne t'a pas empêché d'empocher des faux billets. Tu t'empresses de voir des marabouts qui ne pourront pas te sauver de la prison. Si la justice doit faire son travail, maladie ou pas, on s'en fout. En prison, tu auras le temps de te soigner. Banque centrale de faux billets. Rappelons qu'il y a beaucoup de Sénégalais, même de grandes personnalités sénégalaises qui ont été en prison, malades, transférés au pavillon spécial, traités. On a vu également le cas Bourgi qui avait été présenté devant la cour de la CREI sur son lit d'hôpital avec voilà quoi. Il y a une autre personne même qui a fait ce commentaire-là, c'est Fatima Niass Barham qui déclare Bougazeli déclare être malade. Khana Danga Faté ne Bourgi s'était rendu au tribunal sur son fauteuil roulant. Li djexna lay djexna, donc c'est pour dire qu'il n'y a plus donc de quoi nous dire, juste aller à la prison ou bien même se livrer. Et une autre personne, Moustapha, peut-être la dernière, Babacar Ndiaye, Petrotim, 10 000 dollars, fraude foncière, 94 milliards de francs CFA, terre entre 800 et 1500 milliards, drogue saisie au port autonome de Dakar, 50 milliards de francs CFA, faux billets de banque, c'est 32 milliards, donc Babacar Ndiaye au lieu de 50, et pour affaire Prodac, 29 milliards, et il déclare, pour ne citer que cela, voilà que notre cher pays patauge dans les abîmes d'une ignominie générale, ceci sous l'assistance, et le thème, c'est peut-être pour mettre des points de suspension, Moustapha, et c'est la fin. On aimerait bien entendre les autorités judiciaires sur ces questions-là, parce que là, ça s'emballe et ça devient grave. Grand merci à vous, Issa Tine, Fadilou Keïta, merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'édition du soir. Mesdames et messieurs, grand merci à vous. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne chaque soir, notamment Mami Kanté du côté de la vidéo. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de Walf TV et bien à vous. Dans cette affaire de trafic de faux billets, certaines personnes jugées proches de Bougazeli ont été interpellées, mais ce dernier dément une nouvelle fois cette thèse. Il se défend de connaître ces personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête. À l'en croire, il ne connaît aucune d'elles à part le nommé Sombo. La vérité va éclater, scande-t-il, dans dakaractu.com. Rentré au Niger le 14 novembre, Ama Amadou, le principal opposant nigérian, possible candidat à la présidentielle de 2020, s'est rendu lundi lui-même au tribunal afin d'être incarcéré et purger les 8 mois récents de sa peine d'un an de prison pour trafic de bébés. Quel avenir politique pour celui dont le casier juridique l'empêche de se présenter à tout poste électif? Décryptage avec RFI Afrique.
À Louvi, ce Togolais révolté, ce rebelle qui, à travers ses petites chansons a cappella, ne cesse d'épingler le régime cinquantenaire. À en croire ici Lomé.com, cet homme peu particulier et bizarre ne rate jamais les manifestations de l'opposition. Il semble suivre de près l'actualité sociopolitique du pays et les paroles de ses petites chansons en disent long sur son décret d'engagement pour le changement au Togo. Dans une vidéo qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, ce demi-fou revient à la charge. Cette fois, il dénonce la privatisation des entreprises d'État par le gouvernement de Faure Gnassingbé. Pour lui, le mieux serait d'écrire à vendre sur le pays et les Togolais seraient fixés sur leur sort.